Bonsoir à tous et merci de terminer cette semaine de travail avec nous sur le grand rendez-vous. Avec beaucoup de plaisir, toute l'équipe vous retrouve en tout cas. Et là, comme mon profil invité ce soir, il y aura un défenseur de l'environnement, défenseur des droits du consommateur, un promoteur culturel et bien évidemment une professionnelle de la beauté sur beauté au pluriel. Ils seront là, tous ces invités dans un instant, mais avant, laissons place à la météo. Grand rendez-vous ce soir, les organisations de la société civile veillent donc à la protection de l'environnement au Bénin. Un de leurs représentants nous dira tout à l'heure ce qu'ils font en réalité pour lutter contre la criminalité écologique due aux eaux usées industrielles. Les consommateurs peuvent et doivent d'ailleurs dénoncer les mauvais services donnés par des prestataires au Bénin. Mais quel est le processus? Réponse avec l'expert de ce grand rendez-vous. Et la voix, c'est un instrument de musique. La voix, bien évidemment. Paraît-il que c'est d'ailleurs même l'instrument le plus prisé par les professionnels de la musique. Des acteurs culturels en font la promotion bien sûr du style musical a cappella, et on parle sur le grand rendez-vous dans un instant. Et découvrez également des secrets de beauté anti-scène et correcteur, toujours sur ce grand rendez-vous et précisément sur la rubrique beauté au pluriel. Vous savez, le grand rendez-vous, c'est également le journal et il est présenté ce soir par Nadège Sani, qu'on va retrouver d'ailleurs même déjà en place pour les titres. Bonsoir Nadège. Bonsoir à vous, Assim Gaba. Alors, le menu de ce grand rendez-vous, c'est quoi déjà? Merci à vous, Assim, à suivre dans le 19h45 les appréciations de Gustave Assa sur le phénomène qui gangrène l'administration béninoise, la corruption. Vous aurez également un reportage qui renseigne sur l'alimentation des personnes atteintes des accidents cardiovasculaires. Les fruits et légumes sont vivement conseillés. Une espèce de poisson appelé poisson-lion envahit de plus en plus les côtes chypriotes. Nous ferons un tour dans ces eaux pour découvrir cette espèce à l'appétit vorace. Merci beaucoup à vous, Nadège Sani, pour la présentation des titres. Rendez-vous tout à l'heure à 19h45 pour le développement de ces titres. Le grand rendez-vous, ce sont les plateaux et on les ouvre par l'angle vert. C'est Nature et Bien-être. Nature et bien-être, aujourd'hui nous parlons de la criminalité écologique carrément, on en parle, cette criminalité due donc aux eaux usées industrielles. Qu'est-ce que c'est en réalité? Suivez ce reportage qui nous présente le cas
précis de Logozoré. Vivre à Logozoré depuis quelque temps est devenu un calvaire. L'air, le sol et les eaux sont pollués et ce sont les populations de cet arrondissement de Savalou qui en pâtissent. Les activités économiques sont en baisse. La santé des populations se dégrade au jour le jour. Et à la base de tout ceci, cette usine de transformation de manioc en alcool qui déverse ses déchets dans la nature. Le Forum Biodiversité, constitué d'activistes environnementaux, ont eu vent de cet état de choses et sont allés écouter les populations victimes. Le voyageur qui traverse le Logozoré depuis quelque temps est bien obligé de se pincer le nez et de garder sa respiration s'il ne veut pas être pris de malaise. Tant est désagréable l'odeur qui provient des déchets de l'usine chinoise qui fabrique de l'alcool à partir du manioc. Les démarches menées par les autorités compétentes pour ramener aux normes environnementales les responsables chinois de cette usine sont restés vaines. Et le Logozoré se meurt lentement mais sûrement. Sans langue de bois, les populations ont parlé de leur calvaire et crient leur ras-le-bol. À cause de leur influence sur nous, plusieurs ont peur de s'exprimer et ne sont pas venus ici. Depuis l'année dernière, toutes les activités que nous menons au bord du fleuve se sont arrêtées. Les déchets détruisent nos cultures, même les grands arbres périssent. Même quand nous utilisons l'eau du fleuve, ce sont des démangeaisons de la peau que nous avons et même de la partie génitale. Nous leur avons même demandé en contrepartie de nous faire un forage, mais ils ont refusé. Ils l'ont fait pour eux-mêmes et l'exploitent pour leur propre jardin. C'est dans ce barrage que nous puisons de l'eau à boire depuis 1961. L'eau n'est jamais finie. Mais après leur arrivée, le barrage a complètement tari parce que c'est cette eau qu'ils utilisent pour la production de l'alcool. Mais ça, ce n'est qu'en amont. En aval, ils ont pollué l'eau sur 18 km. Et c'est les femmes qui font la production maraîchère qui en souffrent. Les poissons ne peuvent même plus y vivre. Nous avons frappé à toutes les portes et toutes nos tentatives sont restées sans succès. Nous constatons souvent au centre de santé certains maux qui touchent souvent la population. C'est des gens qui habitent un peu le milieu, surtout les bonnes dames qui font le travail de jardinier de l'autre côté. Surtout c'est ces gens-là qui se présentent souvent à nous. À la fin du mois, quand nous faisons le dépouillement, nous constatons que la population souffre assez des affections respiratoires. Et nous constatons aussi qu'il y a les maux de ventre qui menacent souvent les femmes, les mal de gorge, et qui ne répondent pas souvent aux antibiotiques prescrits. Et quand on demande les bilans, c'est la fièvre typhoïde qu'on révèle souvent. Accompagnés de scientifiques, les membres du Forum Biodiversité sont allés toucher du doigt ce désastre. Plusieurs prélèvements ont été faits afin de prouver de façon scientifique les dangers que ces populations côtoient au jour le jour. Après cette étape, plusieurs autres actions sont prévues pour faire la lumière sur cette situation. Voilà, merci beaucoup. Là, le Forum Biodiversité qui utilise carrément la veille citoyenne comme outil de lutte contre la criminalité écologique. On a vu le cas de Logozoré, un membre de ce forum sur ce plateau, Fidel Sosa. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Voilà. Et bonsoir, Madine. Bonsoir, Boissou Mdaba. On parle toujours de criminalité écologique et cette fois-ci, les ONG, les organisations de la société civile et surtout le Forum Biodiversité qui donc assure la veille citoyenne. Voilà, Assou Mdaba, ce soir on va parler de la veille citoyenne face à une telle situation. Quel rôle normalement doit jouer la société civile? Monsieur Fidel Sosa, vous êtes membre du Forum Biodiversité. Quel est le rôle de la société civile dans ce cas d'espèce?
Merci bien. Tel que vous avez commencé par le dire, le premier rôle de la société civile dans les démocraties telles que la nôtre, c'est avant tout un rôle de veille. Un rôle de veille, un rôle de contrôle qui, dans le cas du Bénin, a été institué par la Charte nationale sur la gouvernance environnementale, une charte approuvée par décret présidentiel en mai 2004. Et donc, dans le cadre de cette charte-là, la société civile, comme troisième acteur accompagnant l'État et les collectivités territoriales, a l'obligation de veiller à ce que les bonnes pratiques environnementales soient mises en œuvre au Bénin. Cette société civile a le rôle de ce qu'on pourrait appeler un rôle de sonneur d'alerte. Et donc, nous alertons quand ça ne va pas, nous alertons quand on porte préjudice à l'environnement au Bénin. Alors, quand vous alertez, c'est qui votre cible principale? On alerte avant tout le gouvernement, parce que dans la constitution béninoise, c'est le gouvernement qui est le garant du respect des règles et lois pour ce qui concerne la gestion de l'environnement au Bénin. Okay. Et donc, ce que nous faisons, c'est attirer l'attention de l'État, des gouvernements, sur le fait qu'ils doivent prendre leurs responsabilités, sur le fait qu'ils doivent veiller à l'application stricte et en toute impartialité des règles et tests qui fondent la République du Bénin. Et quand vous tirez la sonnette d'alarme, est-ce qu'on peut déjà dire que vous avez du répondant? Ce n'est pas toujours évident, et c'est en cela même qu'il faut avoir une société civile active. Et sur le qui-vive, parce que vous savez, la préoccupation environnementale n'est pas toujours mise au premier plan avec nos différents gouvernements. Et pourquoi c'est comme ça, oui? C'est souvent l'économie qui est mise au devant de tout. On veut satisfaire le ventre du peuple. Or, avant le ventre, il y a avant tout le bien-être. Et donc, on n'a pas toujours du répondant, mais je dois avouer que depuis quelques années, on se fait entendre de plus en plus et je crois qu'on aboutit à des résultats qu'on peut estimer satisfaisants de plus en plus. Oui, certainement que vous avez déjà gagné beaucoup de combats, beaucoup de luttes, parlant bien sûr de la protection de l'environnement. Mais dites-nous, qui a l'habitude de vous répondre exactement, ou bien quels sont les outils les plus efficaces que vous utilisez pour pouvoir réussir, pour arriver donc à gagner ces genres de luttes-là? D'abord, le premier répondant de la société civile, conformément aux recommandations de la Charte sur la bonne gouvernance environnementale, c'est le ministère de l'Environnement, actuellement le ministère du cadre de vie. Donc, quand il y a une action à faire, on l'oriente souvent vers ce ministère-là. Et quand ça dépasse le cadre de ce ministère, on peut s'orienter vers la présidence, on peut s'orienter vers la justice en cas de dernier recours, parce que nous sommes dans un état de droit. Et si l'État faillit à son rôle régalien, le citoyen que nous sommes, la Constitution du Bénin notamment en son article 27 et la loi cadre sur l'environnement en son article 3 nous donne la capacité, nous donne le pouvoir d'ester les fautifs en justice. Et je crois que c'est ce pan-là de la lutte de la société civile qui a fait défaut très souvent au Bénin. Et de plus en plus, nous nous armons pour aller à cet extrême-là. Les outils que vous utilisez? C'est d'abord les lois que nous avons. Parce qu'il y en a qui utilisent, par exemple, je veux parler des canaux en réalité. Oui, les canaux, j'en viens. Les réseaux sociaux et puis... J'en viens. Oui. Notre premier outil, ce sont les tests qui régissent la gestion de l'environnement au Bénin. Loi 4 sur l'environnement, loi 4 sur la gestion des eaux usées, etc., etc. Et comme canaux de lutte, c'est avant tout le plaidoyer. C'est avant tout le plaidoyer parce que nous sommes dans un processus d'abord de négociation. Il faut amener les acteurs à respecter les tests et quand ça ne se fait pas, on passe à la télé comme on est en train de le faire depuis pratiquement une semaine avec l'appui de BB24. On informe le grand public, on met la pression suffisamment sur qui de droit pour obtenir satisfaction. Donc, on n'utilise pas la violence pour se faire entendre? Non, pas la violence. Je crois que nous sommes dans un état de droit et la société civile béninoise, en tout cas pour ce qui concerne la gestion de l'environnement, est suffisamment organisée et nous utilisons les canaux officiels, les canaux réglementaires. Et dans le cas de ce qui se passe à Logozoré, qu'est-ce que vous avez déjà fait concrètement?
Très bien. Le cas de Logozoré est ce que nous appelons au sein du Forum Biodiversité un cas école. Un cas école, c'est un cas suffisamment grave qui nécessite d'utiliser tous les moyens pour pouvoir répondre à l'urgence qui s'impose. En fait, nous avons été saisis par un article de presse de la situation qui prévaut à Logozoré et suite à cela, nous avons formé une délégation qui s'est rendue dans la commune de Savalou, précisément dans l'arrondissement de Logozoré, pour aller faire le constat. Oui. Et donc, lors du constat, on s'est fait accompagner d'une équipe scientifique qui a procédé à des échantillonnages, qui a fait les constats avec nous. Et donc, nous sommes à l'étape d'analyse des échantillons pour pouvoir documenter, pour avoir des preuves scientifiques du niveau de contamination des écosystèmes au niveau de Logozoré pour préparer un dossier et aller, si possible, en justice. Cette entreprise-là qui, à Logozoré, se donne tous les droits et bafoue la dignité des populations, des communautés de Logozoré qui, ouvertement, ont attribué des terres à cette dernière pour pouvoir développer économiquement la localité. Oui. Et donc, actuellement, nous sommes à l'étape d'analyse des échantillons et suite à cela, nous allons constituer un dossier et constituer la société civile. En tout cas, le Forum Biodiversité va se constituer en partie civile et ester cette industrie-là en justice pour obtenir réparation. Réparation. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous utilisez souvent les articles de... C'est grâce à un article de presse que vous avez pu identifier le cas de Logozoré. Oui. Mais quels sont les autres canaux qui vous permettent enfin d'identifier les situations de criminalité écologique? La particularité de la société civile béninoise, c'est d'être éparpillé un peu partout sur le territoire national. Nous avons des répondants un peu partout. Dans chaque village, nous avons des représentants parce que la société civile, c'est un ensemble d'organisations, c'est un ensemble d'associations. Et donc, des ONG ont des représentants au niveau des villages. Et le premier informateur que nous avons souvent, ce sont les communautés elles-mêmes qui souffrent des maux liés aux crimes environnementaux. OK. Donc, c'est grâce donc, aux populations à la base. Tout à fait. Raison pour laquelle qu'il faut donc beaucoup plus travailler avec eux, les sensibiliser, les informer du fait que dès qu'ils sont au courant d'une situation, d'une situation qui a trait un peu à la criminalité écologique, de vous contacter. Est-ce que vous avez quand même des canaux pour assurer une véritable veille citoyenne? C'est ce travail-là que pratiquement toutes les ONG font parce que le rôle premier d'une ONG, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation environnementale pour ce qui concerne les ONG dans le domaine de l'environnement. Et je crois, vous savez, notre plus grand problème au Bénin, ce n'est pas les tests, mais c'est l'ignorance des tests. Parce que vous imaginez, quand vous prenez, que ce soit la Constitution du Bénin ou la loi cadre sur l'environnement, en tout cas en son article 16, stipule que tout acteur qui est témoin ou responsable, en tout cas qui est témoin pour ce qui concerne les populations, d'une contamination de l'environnement a l'obligation de la dénoncer sous peine de poursuite judiciaire. Est-ce que ces populations savent qu'il y a de ces lois qui les protègent? Elles ne savent pas, justement. Voilà. C'est comme si on avait des lois qui étaient mises dans des placards. Et je crois que c'est à cela que la société civile béninoise aujourd'hui doit remédier. Certes, nous avons... un peu... Tout à fait. Nous avons certes une population en majorité analphabète, mais je crois qu'on doit arriver à décliner les différentes lois que nous avons dans nos langues locales pour une meilleure appropriation des populations. Mais en attendant la vulgarisation, qu'est-ce que les populations doivent désormais faire pour éviter à l'avenir ces genres de pollution dans leur localité? Le premier acte que doivent poser les populations, c'est d'abord la dénonciation. Ne pas se contenter d'être témoin, ne pas se contenter d'être témoin passif, mais de dénoncer. Et pour ce qui concerne la dénonciation, on a plusieurs canaux. Il y a les médias. D'ailleurs, on a été alerté par un article de presse. Oui. Il y a les médias, il y a les ONG spécialisées dans le domaine de l'environnement. Il y a même la justice, les populations elles-mêmes, que ce soit en communauté ou de façon individuelle, peuvent se porter vers la justice pour dénoncer ce genre de cas parce que nous avons des tests au Bénin qui le permettent. Alors, venons sur le cas de Logozoré précisément.
est-ce que vous pensez que votre lutte va aboutir vraiment? Nous ne faisons pas que penser. Nous avons la ferme conviction que nos actions doivent porter et vont porter, parce que vous imaginez, je disais tantôt que le cas de Logozoré, c'est un cas école, parce que quand vous vous renseignez, quand vous allez à Logozoré, les populations vous disent le maire est descendu, le CIA est descendu, même le préfet est descendu, le ministre est descendu. La seule personne qui n'est pas descendue c'est le président. À Logozoré, c'est le président. Les Chinois disent, tant que le président ne descend pas, on ne bouge pas, on continue à bafouer. Ils disent... Vous n'avez qu'à vous rendre à Logozoré avec vos caméras et puis ces genres de témoignages-là sont légion. Et donc, nous avons la responsabilité, nous avons le devoir, l'obligation de faire aboutir nos actions. Et je vous assure, c'est devenu un défi en quelque sorte. C'est un défi pour la société civile béninoise parce que qu'on soit béninois ou étranger, nul n'a le droit de piétiner nos tests. Nos tests sont sacrés et la société civile béninoise doit veiller à ce que ces tests-là soient respectés. Nous allons non seulement ester la société en justice, mais nous allons prendre toutes les dispositions pour que réparation soit faite. Réparation tant au plan environnemental qu'au plan social, parce que les communautés de Logozoré longtemps bafouées doivent être restaurées. On doit restaurer leur dignité, on doit restaurer leur fierté. Et je crois que la société civile béninoise je suis en train d'imaginer que la seule solution soit qu'on enlève cette entreprise, cette usine-là de Logozoré. Est-ce que vraiment vous pensez que cette solution-là, les populations autochtones vont même accepter que cette entreprise ou cette usine-là quitte leur zone? Nous n'espérons pas aller jusque-là. En tout cas, on ne veut pas être obligé d'en arriver là. Parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, cette société contribue aussi à l'économie du Bénin. Et ce que nous voulons, ce n'est pas de les renvoyer, mais c'est d'amener cette société-là à respecter les tests que nous avons. Parce que, vous savez, nos tests disent qu'un déchet industriel, avant d'être rejeté dans la nature, doit être au préalable traité. Et il y a aujourd'hui la technologie nécessaire pour le faire. Ce sont des Chinois aujourd'hui, vous savez, les génies du monde entier, ce sont les Chinois. Donc, il y a cette technologie-là qui est à leur portée, seulement qu'elle n'est pas disposée à investir dans cette technologie-là, tout simplement parce qu'elle estime peut-être, à tort, que nous ne sommes pas suffisamment exigeants, suffisamment rigoureux. Donc, même si on la fermait, ça ne résout pas le problème. Il faut l'amener simplement à réparer, à se mettre aux normes. Non seulement à se mettre aux normes, mais à déjà réparer ce qui a comme les dégâts causés sur le terrain. Voilà. Merci beaucoup à vous, M. Fidel Sosa. Excellent week-end. C'est nous qui vous remercions. Assem Gaba. Vraiment, merci beaucoup, Amadou. Vous êtes déjà prêt pour le week-end, apparemment? Oui, bien sûr. Et je vous remercie vraiment pour cette semaine de criminalité écologique. Vraiment, parce qu'on a entendu des choses. Oui, on a entendu beaucoup de choses et j'espère vraiment que ce problème sera réglé, le cas de Logozoré précisément. Après, on ira aussi dans les autres villes pour voir, même si les entreprises béninoises, est-ce qu'elles respectent ces genres de tests? Il faut qu'on arrive à faire respecter les tests au Bénin. Merci beaucoup. Allez, on continue avec le grand rendez-vous. On a eu à parler des défenseurs de l'environnement. On parlera maintenant des défenseurs des droits de consommateurs. C'est un peu plus large, et cette fois-ci avec l'expert sur ce grand rendez-vous. Regardez. Monsieur Robin Akombassi est l'expert du jour, il est le président de la Voix des consommateurs, avec principale question aujourd'hui concernant bien sûr la dénonciation des mauvais services donnés donc par des prestataires. Alors, comment dénoncer ces services? C'est à cette question que nous allons répondre avec l'aide bien sûr de Robin Akombassi, déjà sur ce plateau. Bonsoir, M. Robin Akombassi. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous parlons de mauvais services. Quand on dit mauvais service, selon vous, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut définir un mauvais service? Merci. Je profite pour saluer les concitoyens consommateurs béninois. Et en fait, un service, c'est un certain nombre d'actions qui sont organisées
pour pouvoir satisfaire à des attentes légitimes du citoyen. Parce que j'ai des besoins, eh bien, il y a des gens qui ont de l'expertise ou sont supposés avoir de l'expertise et qui m'offrent de résoudre mes problèmes, satisfaire mes attentes. Alors, le service doit avoir la spécificité de pouvoir résoudre effectivement le problème que j'ai. Si il s'avère que le service ne m'assure pas la sécurité sanitaire, c'est-à-dire qu'en m'offrant le service en temps, ça peut porter atteinte à ma santé, eh bien, ça veut dire que le service n'est pas sécurisant et il est mauvais. Seulement pour la santé? Il n'y a pas autre... Si dans le processus d'offre du service, s'il s'avère que ça porte atteinte à mon équilibre financier, c'est-à-dire que je n'avais pas prévu des dépenses extra, on s'était bien entendu sur le coût du service. Très bien. Et puis en cours, on me crée des dépenses extra. Eh bien là, le service ne répond plus aux normes. Et si le service peut porter atteinte à ma vie, peut me ôter la vie, eh bien là, le service n'est pas sécuritaire. N'est pas sécuritaire. Donc, on peut qualifier on peut qualifier de cela de mauvais service, oui, carrément. C'est un mauvais service. Alors, est-ce que vous avez l'impression que les Béninois maîtrisent en réalité le droit en matière de services, de mauvais services? Est-ce qu'ils savent en réalité qu'il faut dénoncer cela, simplement? Bon, c'est là la complexité, parce que vous avez vu ce que j'ai dit en 3 étapes, c'est beaucoup plus large si on devrait inventorier. Très bien. Et donc, il y a des subtilités que le Béninois ne perçoit pas forcément. Je prends le simple exemple de la vendeuse de bananes qui est allée rechercher la banane, peut-être dans le village, peut-être dans une ferme, et qui était bien consciente que la banane n'était pas mûre. Mais elle veut venir vendre sa banane et gagner de l'argent. Alors elle va chercher du carbu, par exemple, qu'elle met sur la banane, et ça permet de faire un mûrissement rapide. En fait, ce n'est pas un mûrissement. Ça apporte... Ça jaunit la peau, de façon. Et puis, ça rend la banane un peu plus molle pour être consommée. Donc, moi, qui viens acheter la banane, je ne suis pas supposé savoir forcément qu'on a mis du carbu dessus. Mais, lorsque je veux prendre, je ne peux donc pas a priori m'imaginer que ça peut nuire à ma santé. Mais il y a un certain nombre d'aspects que si la peau de la banane présente, je devrais me poser des questions. Si je ne me pose pas ces questions, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, quel réflexe il faut souvent avoir? Lorsque vous prenez ce genre de bananes, ou les bananes de façon générale, ce qui est recommandé, c'est d'amener à la maison, de laisser jusqu'au lendemain. Et comme ça, vous appréciez la réaction. Si du jour au lendemain, la banane noircit, la peau noircit systématiquement, ça veut dire que c'est du carbu qui a été utilisé. Mais comment vous, en tant que consommateur, vous pouvez prouver cela, dénoncer et puis porter plainte, vous plaindre, tout ça? Comment on peut le prouver? C'est un peu compliqué, M. Akombessi. En fait, le prouver, ce n'est pas si difficile que ça. Mais le véritable problème, c'est que ça demande de l'expertise du laboratoire. Voilà. Et ça peut avoir un coût. Mais vous savez, la loi a prévu, la loi 2007-21 portant protection du consommateur a prévu que c'est l'État qui doit protéger le citoyen consommateur. Et à partir de ce moment, l'État a déjà fait l'effort de mettre sur pied un laboratoire, le laboratoire central de sécurité sanitaire des aliments. L'État a mis sur pied l'ABSSA, l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Et donc, il appartient à ces structures d'aller de temps en temps prélever ces produits sur le marché, de les analyser. Si on constate que ça ne répond pas aux normes, de dissuader les vendeurs. Il appartient à ces structures d'organiser régulièrement des campagnes de sensibilisation et d'éducation. Et c'est là que se pose souvent le problème. Vous savez, quand on parle de campagne de sensibilisation, les gens doivent se dire aujourd'hui, mais il y en a eu suffisamment. Suffisamment? Non. La communication a des principes.
je ne vais pas faire un cours de com, mais la DIRCOM vous impose de communiquer de façon persistante. C'est la répétition qui fait en fait qu'on finit par assimiler. C'est un peu comme on apprend les leçons. Donc, si on ne répète pas souvent la communication et qu'on la fait de façon saupoudrée ou même ostentatoire parfois, oui, mais là, vous n'atteindrez pas les résultats. Donc, ça veut dire que la communication doit être soutenue. Et là, c'est tout l'ensemble de l'État. Je parle d'aussi bien de l'exécutif, des autres institutions de l'État qui sont dans le secteur, de l'ensemble de la société civile concernée par ces questions, et donc la presse, qui doivent s'organiser pour chacun à ce niveau, prendre un pas pour éduquer, communiquer, sensibiliser. Et c'est comme ça que le peuple commencera par avoir le bon réflexe et savoir que, je vais vous dire, ma fille a été à une excursion, mais elle est revenue avec la canette de boisson qu'on lui a offerte, avec le biscuit qui lui a été offert. Et je lui ai posé la question de savoir, mais pourquoi tu as ramené? Elle m'a dit, le consommateur ne consomme pas n'importe quoi. Elle n'a que 6 ans. Vous l'avez éduquée. Mais oui, elle me voit faire tout le temps. Et donc, elle a commencé, elle comprenait déjà depuis l'âge de 4 ans. Moi, j'ai juste fait un test. Ça veut dire que si très tôt nous commençons pas à éduquer les enfants à la base, mais nous aurons d'ici peut-être 20 ans une nouvelle génération de Béninois, de consommateurs très conscients, très actifs et très aguerris face aux questions de consommation. Face aux questions de consommation. Oui. Alors, d'habitude, ce qui se passe dans le cas, par exemple, des fruits, vous l'avez annoncé tout à l'heure, c'est que les bords vous répondent carrément, ben, c'est pas moi qui ai produit la banane. Moi aussi, je suis allé acheter au marché et moi, je ne suis qu'une revendeuse, carrément. Ben, c'est ce qu'elle vous dit, puisqu'elle aussi, elle n'a pas eu le temps de contrôler tout ça là avant de l'amener sur le marché et puis elle vous le vend. C'est que le problème, c'est depuis la base, des fois. Oui, ça peut être au niveau de son fournisseur, tout comme ça peut être à son propre niveau. Mais généralement, c'est au niveau des revendeuses. Et en réalité, toute la responsabilité incombe à l'État. Parce que personne n'a le pouvoir régalien comme l'État, l'exécutif. Nous, organisations de consommateurs, on n'a que le pouvoir d'éduquer, de sensibiliser, de dénoncer et de mener des actions, à la limite, en justice, si besoin se fait, d'organiser des boycotts et autres. Mais nous n'avons pas le pouvoir régalien pour aller sanctionner, pour aller utiliser la force de la police. Non. Ce que nous pouvons faire aussi parfois, c'est que quand nous constatons, nous allons solliciter la police pour qu'elle puisse venir mettre la main dessus. Si l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments n'est pas disponible, on sollicite aussi le ministère du Commerce parfois. Oui. Mais le problème, c'est que l'ABSSA est spécialisée dans les questions d'alimentation. Oui. Nous avons l'ANM, l'Agence de normalisation de la météorologie, qui est spécialisée dans les questions de technologie, qui touche beaucoup plus aux mécaniques. Et puis, le ministère du Commerce est spécialisé dans les questions de tests de loi, de réglementation. Donc, chacune de ces parties doit jouer sa partition convenablement. Sinon, le consommateur est très mal barré. OK. Alors, merci beaucoup en tout cas pour tous ces détails. Mais la principale question, c'est de savoir quel est le processus pour dénoncer les mauvais services de façon générale. Voilà. Que ce soit au niveau des guichets ou n'importe où. En réalité, lorsque vous faites un constat, le réflexe le plus simple, c'est d'appeler soit l'organisation de consommateurs dont vous avez un contact. Nous, par exemple, on a un call center. C'est vrai, c'est une parenthèse. Les propriétaires, comme on le dit, sont venus vider notre call center. Ils ont ramassé les portatifs du call center, nos smartphones et tout. Donc, depuis une semaine. Ça s'est passé quand? Oui, ça fait une semaine à peu près. Le week-end dernier du vendredi, la nuit de vendredi au samedi. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, bon, notre call center n'est plus fonctionnel pour l'instant. Mais donc, quand les gens ont ce genre de contact, ils peuvent appeler. S'il y a des numéros de la police, les gens peuvent appeler pour dénoncer. L'ANM, je crois qu'ils sont en train de prendre des dispositions aussi pour avoir un numéro. Le ministère du Commerce aussi, les gens peuvent aller dénoncer là-bas.
Bon, vous prenez par exemple au niveau de l'ARCEP, l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, ils ont un numéro aussi, eux c'est le 131. Et donc, chacun a un numéro, ou devrait avoir un numéro pour lequel les gens pourraient... Vous parlez donc des organes de contrôle, de qualité et de normes, de normalisation, de régulation et tout ça. Pour que les gens dénoncent. Maintenant, oui. Quand vous constatez, si vous n'êtes pas sûr, vous informez. Vous informez si eux, déjà à travers les éléments qu'ils reçoivent de votre dénonciation, ils constatent que c'est probant, ils iront sur le terrain. Si ce n'est pas efficace, généralement, ils n'y vont pas. Quand l'information n'est pas sûre et crédible. Bon, maintenant, quand nous, en tant qu'organisation de consommateurs, nous faisons le constat, nous avons plus d'outils pour expertiser. Et donc, notre dénonciation est plus précise. Nous pouvons donner toutes les spécificités qui font en sorte que les structures sont obligées de se déplacer pour aller sur le terrain. Maintenant, pour dénoncer aussi, les gens peuvent solliciter des experts à côté d'eux, des spécialistes de ces questions-là. Par exemple, vous voyez que dans votre environnement, les gens versent des bouts de vidange. J'ai cru entendre parler d'environnement tout à l'heure, mais c'est une question spécifiquement d'environnement. Donc, vous sollicitez un spécialiste de l'environnement pour dire, venez constater là où les gens ont jeté cette huile-là, est-ce que ça répond aux normes ou c'est un spécialiste de l'environnement qu'il faut voir ou bien la police environnementale qu'il faut contacter carrément? Non, quand c'est quelqu'un qui est à côté de vous, qui est spécialiste de la question, vous, en tant que simple citoyen qui constatez, vous pouvez demander son expertise pour faire le constat avec vous. Et s'il lui dit ça ne répond pas aux normes, bon, ça veut dire qu'il vous a soutenu techniquement pour que vous puissiez dénoncer et votre dénonciation aura un sens. Mais si ce que vous voulez dénoncer techniquement ou du point de vue scientifique, ce n'est pas prenable, bon, vous auriez dénoncé, mais ça n'aurait pas abouti à quelque chose. Donc, solliciter l'expertise d'à côté peut être utile. OK. Donc, il faut alors, donc, dans ce cas, il faut donc appeler soit le numéro de la voix des consommateurs, l'ANM, la police ou l'ARCEP pour pouvoir donc dénoncer les mauvais services. Parlant de mauvais services, il y en a, surtout au niveau des guichets et surtout dans l'administration. Quand vous allez, carrément, vous avez l'impression que vous n'êtes pas considéré. C'est que... vous amenez de l'argent, vous voulez aller payer par exemple votre facture, où on vous dit, peut-être qu'il n'y a pas la monnaie, par exemple le reliquat, la personne n'a pas les petites pièces, on ne vous le dit même pas, on vous retourne votre facture et tout, c'est fini. Quand vous parlez, c'est que c'est des insultes qui suivent. Est-ce qu'on peut qualifier de cet acte-là de mauvais service et puis le dénoncer? Bien sûr que c'est un mauvais service, parce que lorsque l'usager vient, votre rôle en tant que prestataire, c'est de le satisfaire, c'est de répondre à ses attentes. Et donc, si vous ne le mettez pas dans les meilleures conditions, si vous ne l'informez pas, parce que le droit à l'information est obligatoire pour le fournisseur de biens et services, il doit informer le consommateur. Et c'est un droit pour le consommateur d'avoir accès à l'information. Maintenant, vous voulez informer quelqu'un, c'est quand même avec courtoisie, parce que pour communiquer, si vous ne mettez pas celui avec qui vous voulez communiquer dans les conditions de réceptivité optimale, mais vous n'aurez pas le résultat, votre communication ne passera pas. Mais malheureusement, il s'est passé quelque chose qui a duré. Nos administrations, depuis la Révolution, ont passé le temps à recruter des gens sans vraiment les former, sans que les gens aient vraiment les compétences requises pour pouvoir faire certains travaux. Et normalement, même quand les gens sont recrutés, il faut faire des renforcements de capacités. Mais pendant longtemps, ça n'a pas été fait. L'usager a toujours été menacé. Il n'a jamais été considéré comme un client, alors que c'est ce qu'il devrait être, parce que c'est lui qui permet à la structure qui offre le service de fonctionner. C'est grâce à lui qu'on paye le salaire de celui qui preste. Donc, ça n'a pas été fait dans ce sens, ce qui a fait que les fournisseurs de biens et services, les fonctionnaires, se sont toujours pensés au-dessus. Et vous savez, malheureusement, ça a généré une situation que nous vivons maintenant. Vous avez dû constater que le chef de l'État, le président Patrice Talon,
a préféré beaucoup plus créer des agences que de faire fonctionner les ministères. Ça pose un problème. Il y a beaucoup de grincements dedans. Parce que certainement, il a voulu que les projets avancent plus vite. C'est des spécialistes, comme ceux qui sont dans les ministères, qui sont tout autant compétents. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas les compétences, mais parfois, il y a des services dans les comportements, dans l'offre de services, qui fait qu'on se dit, bon, il vaut mieux confier à des agences qui comprennent la nécessité d'aller plus vite, de respecter les clients, plutôt que... On va y aller tactiquement en récapitulant bien sûr tout ce qu'on a dit sur ce plateau, parlant bien sûr de la dénonciation des mauvais services au Bénin. Vous avez dit qu'il y a des organes qu'il faut donc contacter pour dénoncer les mauvais services. Vous avez cité la police. Il y a la police, il y a les organisations de consommateurs, la Voix des consommateurs par exemple, il y a l'ANM, l'Agence de normalisation de métrologie, il y a l'ARCEP, l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, il y a le ministère du Commerce en charge de l'industrie, il y a l'ABSSA, l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, et bien d'autres services. Il y a la direction de l'élevage qu'il faut saisir. Mais il faut généralement prendre le temps de s'assurer que ce qu'on veut dénoncer est fondé. Parce que ce n'est pas bien aussi d'appeler des services d'information ou de dénonciation et de leur balancer des informations qui n'ont pas de sens, parce que c'est les occuper à de la broutille pendant que d'autres tentent d'avoir la ligne et ne l'ont pas. Donc si ceux-là qui ont des choses sérieuses à dire appellent et constatent que les lignes sont bousculées, bon, parfois ils ne rappellent plus. Chez vous, quel est le contact? C'est le 64 09 4x0, 62 01 4x0. Vivement que l'État puisse souffrir de ce que désormais nous ne pouvons plus offrir ces services, et peut-être que des personnes de bonne volonté aussi nous accompagnent pour meubler à nouveau ce call center, parce que là, nous sommes époumonés. Merci beaucoup à vous, Monsieur Robin Akrobessi. Je rappelle que vous êtes le président de la Voix des consommateurs. Avec vous, nous avons eu à parler bien sûr de comment dénoncer les mauvais services, et on a quand même une idée de ce qu'on peut qualifier de mauvais services donc au Bénin. Merci à chacun et à tous. La suite du grand rendez-vous, c'est bien évidemment dans notre salon de beauté. Elle est là, Patricia Akwadi, professionnelle de beauté. On va la recevoir rapidement. Le temps de retrouver Nadej Sani dans un instant à 19h45 pour le journal. Et après, nous serons bien sûr dans notre palais de la culture pour parler bien sûr de la voix en tant qu'un instrument de musique, et en même temps des manifestations qui font la promotion de la voix au Bénin. C'est Beauté au pluriel. Beauté au pluriel, nous parlons aujourd'hui du traitement des cernes. Oui, comment pouvoir donc corriger cela et comment éviter d'ailleurs même les cernes. On en parle dans un instant avec une professionnelle. On suit ce reportage signé Vénus Dossou qui nous présente ce que c'est que cernes. Regardez. Je ne connais pas les cernes ni les phares. J'ignore totalement ça, je ne connais pas. Beaucoup l'assimilent à un état de fatigue. Pourtant, il s'agit d'une maladie souvent négligée, généralement caractérisée par un repli de chair sous les yeux ou un gonflement des paupières. Les cernes font partie des imperfections de la peau. Les cernes d'abord sont une coloration de la couleur de la peau au niveau des yeux, noir ou brun, et dû à une congestion des vaisseaux sanguins ou à la mauvaise circulation du sang. Les causes de leur apparition sont diverses. Ils peuvent être héréditaires, physiologiques, allergiques ou dus à une exposition aux rayons solaires. Les premières causes sont physiologiques, c'est-à-dire après par exemple un long sommeil, une fatigue générale, on peut se retrouver avec donc alors ces plis donc alors sous le repli papilloral qui sont mécaniques et qui peuvent disparaître après le bain ou après en début de journée, peuvent disparaître. Par contre, il y a des cernes en fait qui ne disparaissent pas, qui sont d'origine diverses, et la principale est l'origine après la fatigue et le stress, c'est l'atopie, c'est-à-dire la capacité de l'individu à faire de l'allergie. Et souvent dans des familles dans lesquelles il y a la sinusite,
dans lesquelles il y a l'asthme, dans lesquelles il y a la rhinite, on peut avoir donc des cernes qui peuvent persister. Et ça se présente sous la forme d'un double repli sous-palpébral, c'est-à-dire sous la paupière. On parle de pli de Denny Morgan. Ça, c'est pour l'atopie. Mais de simples astuces peuvent aider à se débarrasser des cernes lorsqu'ils ne sont pas d'origine physiologique. Les femmes peuvent ainsi utiliser des fonds de teint ou mieux, recourir à la chirurgie esthétique. On en guérit complètement si le traitement, comme je viens de le dire, si le traitement est 100% bio. Astuce, je dirais tout de suite, si vous avez les cernes, vous pouvez prendre un peu d'huile d'olive que vous allez rajouter à quelques gouttes de citron vert si vous voulez, quelques gouttes de citron vert, plus de l'huile d'olive et paf, vous pouvez appliquer tous les soirs au coucher. Lorsque les cernes deviennent plus grands, avec une couleur foncée, ils sont appelés pigmentation orbitaire, plus connue sous le nom de phare. Les cernes sont différentes de la pigmentation périorbitaire. Les cernes sont des poches, alors que tout autour de l'œil, on a autre chose qui est une pigmentation qui est un peu noirâtre par rapport à la couleur du visage et qui peut apparaître. Donc, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Cette pigmentation orbitaire peut aussi se retrouver à d'autres parties du corps, telles que les pieds et le dos. En ce moment, on parle de l'hyperpigmentation, une maladie souvent difficile à traiter en dermatologie. Il faut également dire que des produits cosmétiques à base de corticoïdes, à base d'hydroquinone, à base de mercure, sont les principaux produits qui sont incriminés dans cette pigmentation rétro-orbitaire. Et c'est la pathologie la plus difficile après l'ochronoulose exogène à traiter en matière de dermatologie. Qu'il s'agisse des cernes ou du phare, leur apparition dans le visage ou sur le corps constitue un danger pour la peau. Il est recommandé de consulter dès les premiers symptômes un dermatologue ou un spécialiste en esthétique. Vraiment, et on a une spécialiste en esthétique ici sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de Patricia Akwadi-Atigbe. Bonsoir. Bonsoir, Cyril. Merci de nous retrouver une fois encore dans notre salon de beauté. Je vous en prie. Alors, quand on parle des cernes au Bénin, est-ce que les Béninoises en souffrent réellement? Oui, les cernes, bien sûr. Les Béninoises en souffrent réellement. Et vous en recevez parmi votre clientèle en quelle proportion, par exemple? Non, ma clientèle, je peux estimer ça à 30%. 30%? Oui, seulement. Et vous arrivez à traiter ça correctement? Oui, puisque ce n'est pas des gens qui se dépigmentent, donc déjà je les suis, donc c'est pas si grave. C'est pas si grave, non. D'accord. Donc on sera bien sûr dans vos secrets dans un instant. C'est juste le temps de suivre Nadège Sani, puisqu'il est l'heure du journal sur le grand rendez-vous. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du soir. Voici les titres. L'administration béninoise souffre d'un mal qui freine son développement. Quel bilan peut-on faire de la lutte contre la corruption? Gustave Assas se prononce sur le sujet. Une bonne alimentation riche en fruits et légumes peut limiter les risques d'accidents cardiovasculaires. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans l'assiette d'une personne atteinte d'AVC? On en parle dans un instant. Une espèce féroce de poisson appelée poisson-lion a envahi les eaux chypriotes. Ces poissons venimeux, originaires de l'océan Indien, inquiètent scientifiques, pêcheurs et plongeurs. La corruption, un fléau qui gangrène l'administration et freine les efforts de développement amorcés par l'exécutif. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui de la lutte contre ce mal au Bénin? Gustave Assas, coordonnateur de Social Watch Bénin, s'est prononcé sur le sujet. Il est au micro de Bernardin Soglono et Armel de Soukago. On ne peut pas parler de la lutte contre la corruption sans parler des corps de contrôle et des mécanismes de passation de marché.
s'agissant des corps de contrôle, je crois qu'il y a forcément à parler, n'est-ce pas, de ces instruments qui permettent de faire des contrôles aujourd'hui. Nous n'avons pas la Cour des comptes, par exemple, n'est-ce pas? Si on n'a pas la Cour des comptes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On a une chambre des comptes, il faut pouvoir réfléchir à cela. Il faut aussi parler, n'est-ce pas, de ceux qui sont coupables. Aujourd'hui, lorsqu'on les prend dans des situations de corruption, il faudrait qu'on s'arrête à un moment donné pour dire, mais de quelle manière on juge certains et de quelle manière on juge d'autres? Les menus frettins sont jugés et emprisonnés certainement, mais les gros doivent attendre la levée de leur immunité parlementaire. Sur la passation des marchés, est-ce que les lois aujourd'hui, le code est tel que ça alourdisse le mécanisme aujourd'hui? Lorsque le mécanisme de passation de marché est alourdi, je crois que ça freine, n'est-ce pas, le début des actions. Nous avons parlé des actions qui sont enclenchées maintenant et qui n'aboutissent pas parce que des marchés doivent suivre, n'est-ce pas, le régime, le plein régime, n'est-ce pas, qu'il faut de la passation de marché qu'il faut, et ça prend 3, 6 mois, peut-être 1 an parfois. Et tout ça, ce sont des étapes qui retardent, n'est-ce pas, les entreprises à prendre un marché et à déployer tout ce qu'il faut pour la mise en œuvre, l'exécution et la réalisation de ces marchés-là. La décision du Conseil des ministres peut-elle supplanter une loi qui existe dans ce domaine? Le code peut-elle, n'est-ce pas, être supplanté par une décision? À partir de ce moment-là, même si on salue, n'est-ce pas, la volonté du chef de l'État de ramener, n'est-ce pas, les marchés publics dans une forme de contrôle et d'opérationnalisation pour éviter les tricheries tous azimuts, cela pose un problème, à notre avis, sur la base donc, des tests et des lois. Les agents de la direction de la pharmacie, du médicament et des exploitations du diagnostic ont effectué une descente sur le terrain ce mercredi. Ils étaient dans 10 officines pour constater le retrait au nom des produits du laboratoire New Sesames des rayons conformément au dernier Conseil des ministres. Plus de précisions avec Bernol Djogbe et Christelle Tongodo. Des visiteurs un peu particuliers envahissent ces officines pour une seule raison, dénicher ce qu'ils appellent le poison. Et le poison, ce sont les produits du laboratoire New Sesames. Une inspection rigoureuse qui ne laisse échapper aucun détail aux émissaires de la direction de la pharmacie, du médicament et des explorations du diagnostic. Ce sont les produits qui sont là. Il n'y a que tout, c'est tout. Non, ça c'est notre opinion. Il y a ça dans le stock, c'est vrai, il n'y en a pas dans le stock. Il n'y en a pas, mais une chose, c'est que ça a été commercialisé une fois, puisque c'est créé. 6 officines ont servi d'échantillon à la visite inopinée. Et pour la plupart, les médicaments incriminés sont tous retirés des rayons. Entre autres produits indexés, très consommés d'ailleurs, il y a le Paracet du laboratoire New Sesames, l'Albemes, le Tares aussi. Si c'était qu'on les avait dans nos rayons, on allait prendre les précautions et suivre les recommandations du ministère pour les retirer, tout simplement. Mais nous ne les avons pas. Ici, à la pharmacie, les produits de New Sesames ont été retirés des rayons par mesure conservatoire depuis février. Et dès que la décision est sortie, nous avons envoyé tous les produits chez les grossistes, comme prévu par la procédure de rappel de l'eau. Visiblement, c'est une tournée satisfaisante pour les 4 agents du contrôle de la qualité et une bonne nouvelle pour les populations. Sur les 6 pharmacies, nous n'avons rien constaté. Tous les produits de New Sesames sont retirés de ces officines de pharmacie, comme ça a été le cas chez les grossistes répartiteurs. Vendredi 13 avril, c'est le deadline fixé par le gouvernement pour le retrait définitif des produits du laboratoire New Sesames des rayons pharmaceutiques. Passé ce délai, de multiples sanctions sont prévues par la loi. À tous les pharmaciens d'officine, à tous ceux-là qui ont acheté ces produits auprès de nos grossistes répartiteurs, de les retourner le plus rapidement que possible s'ils en ont encore dans leur stock. Les sanctions sont multiples. Il y a l'amende de 100 à 500 000 jusqu'à 1 million. Il y a l'emprisonnement de 1 à 6 mois pour ceux-là qui ne vont pas retourner ces produits. Pour le bien-être de tous,
il est recommandé plus de vigilance dans les officines parce que la santé n'a pas de prix. On reste toujours en santé pour parler des accidents vasculaires cérébraux. Ils constituent de nos jours un véritable problème de santé publique malgré les progrès constants accomplis par la médecine. Pour maintenir sa santé saine, certains aliments sont à privilégier. Les fruits et légumes non seulement sont efficaces contre le risque cardiovasculaire, mais aussi ils régulent la circulation du sang. La rédaction de BB24 s'est intéressée au mode alimentaire des personnes atteintes d'AVC. C'est un reportage de Héloïse Winator présenté par Rodrigue Babaguito. Notre alimentation, une fois encore incriminée. L'accident vasculaire cérébral serait dû en grande partie à notre mode de vie. Il est pourtant possible de prévenir le risque de survenue d'un AVC si notre assiette contient tous les éléments nutritifs nécessaires pour le bon fonctionnement de l'organisme. En prévention, nous pouvons dire qu'il faut consommer davantage les céréales complètes. Notre maïs, notre sorgho, notre mil, notre fonio, en pâte ou sous la forme que nous voulons, mais que ce soit des céréales complètes, qui ne soient pas dépourvues de germes ni d'enveloppes. Ce groupe d'aliments est constitué beaucoup de vitamine B, de complexes de vitamine B, B9, B12, qui favorisent la circulation. On peut aussi attaquer le groupe des fruits et légumes. Celui qui consomme le jus de fruits n'a pas consommé le fruit parce que le jus de fruits, c'est le fruit dépourvu des fibres. Parlant des légumes, il y a que nos habitudes culinaires ne permettent pas à ce qu'on bénéficie de tout le bien nutritionnel que renferment ces légumes. Et donc, nos mamans ont l'habitude de préparer une première fois ces légumes. On jette d'abord l'eau, qui est le surnageant, qui absorbe tout ce qu'il y a comme élément nutritif. Et ce n'est que le débris végétaux qu'on utilise pour préparer nos sauces. Nous allons parler d'un troisième groupe d'aliments qui est constitué des fruits de mer que nous avons complètement abandonnés. Je veux parler de ces poissons, je veux parler des crevettes, je veux parler de tous les produits, les crevettes, les crabes, qui nous proviennent de la mer, que nous avons abandonnés au détriment des produits importés, des produits dans les supermarchés, qui en réalité sont des produits suffisamment raffinés, dépourvus d'éléments nutritionnels. Manger équilibré et diversifié est bénéfique pour la santé. Toutefois, toute personne atteinte de l'AVC a besoin d'un appui nutritionnel. L'appui va consister à consommer davantage des aliments riches en antioxydants. La vitamine A, la vitamine C, qui sont très riches, que nous retrouvons beaucoup plus dans les fruits et légumes, par exemple la tomate, qui est très riche en bêta-carotène. Mais il est question de faire d'abord l'effort d'intégrer dans nos habitudes alimentaires la consommation des fruits. Quand je parle de fruits, ce ne sont pas des jus de fruits, mais les fruits naturels. Il y a la mangue qui est là, qui est très riche d'ailleurs, surtout en fer, en zinc, en vitamine A. Il y a aussi la consommation de la feuille de moringa. Particulièrement, je conseille la consommation de ces feuilles et non forcément de la poudre. Dans le nord du Bénin, il y a beaucoup plus les feuilles de baobab qui sont disponibles, très riches en fer, micronutriments et qui permettent la circulation, qui facilitent la circulation sanguine. Il y a aussi notre pomme étoilée qu'on appelle couramment asongwegwe, qui n'a souvent l'air de rien mais qui est un fruit très riche en antioxydants. On peut aussi citer la consommation de l'huile rouge de palme qui a été longtemps incriminée dans beaucoup de maladies, dans une forte teneur en cholestérol, encore que le cholestérol n'est pas d'origine végétale. C'est une huile très riche en vitamine A, reconnue par l'Organisation mondiale de la santé depuis des décennies et que nous y aurons dans nos habitudes alimentaires. Il y a l'huile d'arachide qui n'a rien à voir avec les huiles de bidon. Il suffit de comparer par exemple la consistance pour voir combien de fois ces huiles importées sont dénaturées. Donc consommons le local. L'AVC, comme la plupart de certaines pathologies, peut être prévenu, traité et guéri. L'observance des règles nutritionnelles reste de mise.
En Côte d'Ivoire, la ville de Bouaké est privée d'eau depuis une semaine. Le barrage qui fournit 70% d'eau de la ville a subi une sérieuse décrue, ce qui entraîne de forts délestages en ville et dans la périphérie. La situation conduit les populations de Bouaké à recourir à des solutions de fortune et oblige la Société des eaux de la Côte d'Ivoire à pratiquer des délestages d'une zone à une autre. Des solutions palliatives comme des forages d'urgence sont prévues dans les tout prochains jours. Au Sénégal, les huiliers ont acheté 245 000 tonnes d'arachides depuis le lancement de la phase de commercialisation de ce oléagineux le 1er décembre 2017. Un montant de 59 milliards de francs CFA a été déboursé pour ces approvisionnements et une enveloppe comprise entre 17 et 18 milliards de francs CFA reste à être soldée auprès des opérateurs privés stockeurs, indiquent les autorités. L'exécutif envisage avoir pour la campagne 2017-2018 1,4 million de tonnes de production. Dans les eaux profondes au large des côtes chypriotes, c'est la chasse au poisson-lion. Cette espèce invasive se multiplie à grande vitesse dans la Méditerranée et menace la biodiversité. Pour lutter contre l'invasion, plusieurs solutions ont été trouvées. Reportage. Dans les eaux profondes au large des côtes chypriotes, ce plongeur chasse le poisson-lion ou rascasse volante. Cette espèce invasive se multiplie à grande vitesse dans la Méditerranée et en menace la biodiversité. Munie d'un appétit féroce, elle dévore tout sur son passage et avec ses 18 aiguilles venimeuses, fait fuir tous les prédateurs, jusqu'aux requins. C'est une espèce très envahissante qui se reproduit très rapidement. Elle se propage très vite et prend le dessus. De retour sur la terre ferme, chaque spécimen est recensé et étudié par cette équipe de biologistes marins. Originaire de l'océan Indien, l'espèce est apparue à Chypre en 2012 et son développement en Méditerranée inquiète les scientifiques. C'est un prédateur très vorace. Il mange beaucoup et presque de tout, de ce que nous avons appris des autres régions comme les Caraïbes et l'Atlantique. Nous voulons savoir comment il se comporte ici en Méditerranée. Les chercheurs rencontrent aussi les pêcheurs locaux afin d'expliquer les dangers présentés par le poisson-lion. Le venin de ces épines est douloureux et a des effets néfastes sur la pêche. Bien sûr, s'ils mangent les petits poissons, ça va être mauvais, aussi bien pour les autres poissons que pour nos affaires. Parce que s'ils mangent les petits poissons, comment vont-ils grandir? Et comment aurons-nous du poisson pour le marché? Pour lutter contre l'invasion, plusieurs solutions ont été trouvées. Organiser des chasses au harpon ou apprendre aux restaurants comment les cuisiner. Pour ces biologistes, le but n'est pas d'éradiquer le phénomène, mais de le contrôler, puis d'étendre l'expérience chypriote aux pays voisins. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes. Agréable week-end à vous également, Nadège Soni. En tout cas, ce sujet concernant le poisson-lion, vraiment, ça m'a beaucoup plus fait penser à l'histoire de la fourmi et de l'éléphant. Un petit poisson qui fait fuir le requin dans la mer. Bon, là, on rencontre toujours plus fort que soi. Même si on a la plus grande force au monde, on rencontre toujours plus fort que soi. Un beau jour. La suite du grand rendez-vous, c'est sûr, bien sûr, avec Madame Patricia Akwadi à Tibé. On revient donc en plateau avec vous pour continuer de parler, bien sûr, de ce traitement anti-cerne. Il y a beaucoup qui accusent le vieillissement comme étant la cause de l'apparition des cernes. Qu'en dites-vous? Non, je ne pense pas que le vieillissement soit une cause pour l'apparition des cernes. Les cernes, déjà, ça apparaît quand vous êtes fatigué. Vous ne dormez pas assez. Déjà, c'est une partie, déjà, ça se situe sur le contour des yeux, soit en bas, soit en haut, soit ça forme un cercle sur le contour des yeux. Alors les cernes, déjà, quand vous ne vous démaquillez pas, le démaquillage intervient toujours.
Parce que c'est une partie assez fine, le contour des yeux, c'est une partie assez fine dont on ne prend pas souvent importance. Mais il y a des produits adaptés pour cette partie-là. Oui. Le démaquillant, il y a un démaquillant adapté uniquement pour le contour des yeux. Uniquement pour le contour Uniquement pour le contour des yeux. Donc, ce qui veut dire que sur ma table de produits de beauté, c'est qu'il faut avoir donc un démaquillant pour les autres parties et un autre maintenant pour le contour des yeux. Pour le contour des yeux. Bien sûr. Carrément, hein? Carrément. Et vous l'utilisez chez vous? Est-ce que ça ne coûte pas cher, ces genres de produits? Non, ça ne coûte pas cher. Oui. Déjà, c'est sur une petite surface, le contour des yeux, donc ça ne finit pas forcément très vite. Donc, il faut déjà bien démaquiller le contour des yeux. On se maquille, on met le crayon autour des yeux, mais on ne démaquille pas. Parfois, ce crayon-là qu'on met, le crayon noir qu'on met sur le contour des yeux, rentre dans les pores et s'y installe. Après, ça donne une couleur foncée sous les yeux. On pense que c'est les cernes, mais c'est un défaut de démaquillage. Ah, d'accord. Donc, à part les cernes, il y a aussi les défauts de démaquillage. Bien sûr. Et vous pensez que c'est des cernes, vous avez tout le temps des cernes, mais ce n'est pas des cernes. C'est parce que vous ne démaquillez pas bien le contour des yeux. Donc, ces crayons-là s'y installent, rentrent dans les pores et restent là. Carrément. Et pendant combien de temps, comme ça, avant de partir, ça ne part jamais? Ça ne part jamais quand on ne traite pas. Bien sûr, il faut les traiter. Il faut les traiter, donc se démaquiller. Il y a même des gommages contour des yeux, il y a des crèmes contour des yeux. Il y a tout pour le contour des yeux. D'accord. Bon, alors, on revient maintenant dans ce sujet-là. Donc, le vieillissement n'est pas la cause des cernes. Vous avez cité comme cause tout à l'heure la fatigue, quelqu'un qui ne dort pas. Est-ce que c'est la seule cause, quelqu'un qui ne dort pas assez? Non, ce n'est pas la seule cause. Il y a aussi, quand vous avez des problèmes d'irritation, d'allergie, et que vous passez votre temps à vous gratter les yeux, frotter les yeux, donc ce frottement-là peut noircir ce contour des yeux-là. Ce contour des yeux. Oui. Il y en a qui disent également que le fait de porter les verres tout le temps, que ça peut créer des cernes. Est-ce que c'est vrai? Non, ça ne peut pas créer des cernes. Ça creuse l'orbite, mais ça ne cause pas des cernes. Ça ne cause pas des cernes? Non, ça creuse plutôt. Les verres creusent, mais ça ne crée pas des cernes. OK. Alors, parlons maintenant du traitement des cernes. Comment ça se fait? Alors, le traitement des cernes. Déjà, je veux attirer l'attention que les cernes sont différentes des poches sous les yeux. Les cernes? Il y a les cernes, il y a les poches sous les yeux. Les cernes, c'est quand c'est noir, le contour est noir. Mais les poches sous les yeux, oui. Les poches sous les yeux, c'est quand vous allez voir que la paupière inférieure a plus de volume. Ça a plus de volume. Donc ça, c'est les poches sous les yeux. C'est la mauvaise circulation sanguine qui donne ça, par exemple. Ah, ce qu'on a à l'écran là. Bien non, sûr. On l'a monté tout à l'heure. Oui, j'ai vu ça. Ça, c'est les cernes. Ça, c'est les cernes. Non, ça même, c'est dû au produit. Ce n'est pas des cernes naturelles. C'est dû au produit? Oui, c'est dû au produit. Donc, quand vous mettez, par exemple, des lotions alcoolisées, inadaptées à cette partie, ça brûle immédiatement cette partie-là. Oui, les lotions alcoolisées, au lieu de mettre juste sur le visage, vous mettez partout sur les yeux, le contour des yeux. Ça commence par l'irriter petitement. Vous sentez les petits picotements, vous ne faites pas attention. Après, ça brûle la partie. Vous allez voir que ça devient tout noir. Ça devient tout noir. Donc, c'est comme une cicatrice. Est-ce qu'on peut corriger ce qu'on a Tout vu là? doucement. On peut corriger tout doucement, mais c'est déjà une plaie. À vouloir corriger ça, parfois, quand on n'est pas bien conseillé, on fait recours à certains produits qui aggravent la situation. Oui, parce que c'est déjà une plaie. Ça a été irrité, donc ça, là, vous voyez que c'est rouge. Après, ça va devenir tout noir. Carrément. Hein. C'est là, ça devient comme le derrière d'une casserole, tout noir. Pas autant. C'est ça. Hein. Oh là là, ça s'aggrave. Là, c'est les cernes. Oui, là, c'est des cernes. Et ça, c'est naturel. Elle est fatiguée. Ou bien elle se frotte trop les yeux. Donc, il y a deux types de cernes. Il y a les cernes causées par les produits. Oui. Et il y a les cernes maintenant naturelles. Naturelles. Ça peut être aussi héréditaire. Héréditaire. Oui, ça peut être aussi héréditaire. Les cernes? Oui, ça peut être héréditaire. Là, ça devient carrément de la beauté. non, pas du tout. Familiale. Non. Mais comment Vous voyez, des fois, la maman a des cernes, mais son bébé aussi a des cernes. Est-ce que ce n'est pas parce que la maman utilise ses produits de beauté au bébé? Non, pas forcément. Pas forcément? Non, pas forcément. Il y a des cernes qui sont héréditaires? Oui.
Et donc ça ne peut plus se traiter alors? Non, ça peut juste... on peut juste... Alors, je vais vous montrer, il y a une image tout à l'heure. On peut juste faire quoi déjà? Ça là, on peut juste camoufler. Ce qu'on a à l'écran. Ça, par exemple, c'est les poches sous les yeux. Ce n'est pas des cernes, c'est des cernes, mais c'est des poches sous les yeux. Vous voyez que c'est un peu enflé. Un peu enflé. Oui. Et qu'est-ce qui peut causer? Peut-être que ça, c'est une maladie carrément. Hein. C'est une mauvaise circulation sanguine. Quelqu'un qui boit trop, qui prend trop d'alcool, qui fume, qui ne se repose pas assez. Ah oui. Ah oui. Donc ça, c'est les poches sous les yeux. Là, ça fait peur, hein, carrément. Ça, c'est quoi ça? C'est les cernes toujours? C'est les poches sous les yeux, c'est un peu enflé. Mauvaise circulation sanguine aussi. Vous voyez que c'est rouge. C'est pas noir. Oui. Est-ce que vous arrivez à traiter ça? Les poches sous les yeux. En tant que professionnel de beauté? Bon, en tant que professionnel de beauté, déjà, quand on a ces cas-là, on fait recours aux produits adaptés à cette partie-là, donc des crèmes pour contour des yeux. Il y a des crèmes pour cernes et poches sous les yeux, les deux en même temps, parce que parfois vous avez et des cernes et des poches sous les yeux. Ok. Donc, il y a des produits, vous allez voir, c'est écrit anti-cernes, anti-poches et anti-rides. Donc, ce sont ces produits-là, on fait recours à ces produits-là et on effectue des massages. Il y a des mouvements qu'on effectue pour stimuler la circulation sanguine sur cette zone-là. Ok. Donc, il faut donc traiter avec des produits chimiques ou des produits naturels? Des produits chimiques, qu'est-ce que vous appelez produits chimiques? Les produits cosmétiques? Cosmétiques qui ne sont pas naturels. Les produits cosmétiques, oui. Donc on nous parle même de bio, que c'est les produits les plus adaptés pour traiter les cernes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Oui, je suis d'accord. Oui. C'est adapté, mais il y a des produits aussi cosmétiques qui traitent aussi bien que les produits bio. C'est vrai qu'avec le naturel, vous avez la certitude que vous ne craignez rien. Et voilà. Déjà, comme produit naturel, moi, pour les poches sous les yeux, par exemple, il faut avoir l'habitude tout simplement de mettre 2 cuillères dans le réfrigérateur. 2 cuillères? 2 cuillères dans le réfrigérateur. Vous les sortez et vous alternez. Vous posez sur les yeux et vous alternez. Attendez. Donc, ça va apaiser la partie. C'est 2 cuillères que je mets au frigo. Oui. Pendant combien de temps? Le temps que ça se... Le temps que ça devienne glacé. Bien sûr. Voilà, donc vous posez un moment, après vous posez comme ça. Et vous alternez. Ah, ça voilà. apaise, déjà ça rafraîchit. Et ça rafraîchit? Oui, parce que les cernes, aussi bien les cernes que les poches sous les yeux, c'est comme une inflammation. D'accord. Donc ça apaise, vous pouvez faire des masses de thé. Est-ce que ça dit que ce sont les Africaines qui en souffrent beaucoup plus que les autres parce que les autres vivent dans la fraîcheur et tout? Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est dû aussi au climat? Non, ça n'a rien à voir avec le climat. Non. Donc ce sont soit les produits qu'on utilise, mauvais démaquillage, oui. Et aussi le fait de ne pas dormir. De ne pas assez dormir. D'être fatigué ou carrément on est malade et puis on a les poches. Voilà. Mauvaise cette maladie, ou bien vous souffrez d'une irritation, oui. Et vous frottez très souvent cette partie-là. Voilà. Le coût de traitement des cernes, le coût d'un traitement anti-cerne et correcteur cerne, comment? Ça coûte combien en réalité? Vous voulez parler d'un produit cosmétique? D'un produit. Le traitement, quand je viens chez vous, par exemple. Déjà, l'esthéticienne ne traite pas, l'esthéticienne embellit. D'accord. Donc, quand vous venez chez moi et que moi, je vous fais un traitement, ça ne passe pas au bout d'1 semaine, 2 semaines, je vous envoie chez le dermatologue. Parce que là, c'est pas de mes compétences. OK. Voilà. Donc, pour l'esthéticienne, normalement, si elle applique un traitement, ça doit finir au bout d'1 semaine. 1 semaine, 2 semaines, c'est bon, ça doit partir. Déjà, en 1 semaine, ça doit s'apaiser. Vous allez voir que ça s'estompe et ça va passer. Avec les conseils, si vous mettez les conseils en pratique, c'est bon. Vous dormez ou vous démaquillez régulièrement les yeux. Ce n'est pas le même démaquillant que le visage. Vous démaquillez les yeux. Si vous avez l'habitude de frotter, peut-être par réflexe, vous évitez tout ça. Et vous faites des massages circulaires au contour des yeux pour stimuler cette partie-là. Et ça va passer. Vous utilisez des crèmes adaptées. Anti-cernes, anti-rides, anti-poches sous les yeux. Voilà. Je vais revenir sur une question parce que ce qui se remarque dans la ville, c'est qu'il y a des femmes qui se décapent la peau et quand vous voyez le visage,
Kampala, c'est l'arc-en-ciel, c'est beaucoup de couleurs, noir par-ci, marron par-là, jaune, noir, et puis bon, c'est tellement de couleurs, plus que même mon gobi, et on se demande comment est-ce qu'il faut traiter ça. Est-ce que ce n'est pas des cernes qui sont... Parce qu'il y a non seulement il y a les cernes, mais il y a aussi les taches sur la tempe et tout le reste. Oui, les taches sur la tempe, déjà, ce n'est pas les cernes. C'est pas les cernes. C'est vrai qu'il y a une partie du contour des yeux qui s'étend à cette partie-là. Okay. Quand c'est l'application des produits inadaptés, des produits à base d'hydroquinone, des corticoïdes qu'on applique, les femmes, elles appliquent ça partout, sur le visage et sur les yeux, sur le contour des yeux, partout. Donc c'est ça qui irrite. Alors qu'il y a des parties aussi fragiles sur le visage. Donc, non seulement il y a des produits qu'il faut appliquer uniquement la nuit. Il y a des produits qui sont photosensibles. Donc, quand vous appliquez ces produits-là, vous ne devez pas vous exposer aux rayons solaires. Mais ces femmes, elles font jour et nuit. Elles l'utilisent et le jour et la nuit. Vous ne m'avez pas dit combien ça coûte, hein, le traitement anti-cerne. Vous ne m'avez pas encore dit. Bon, la première séance peut aller de 10 à 12 000. Parce que c'est des produits adaptés uniquement pour le contour des yeux. C'est un soin à part. Un soin à part. On va dire, ah, mais c'est trop petit, c'est juste le contour des yeux. C'est précieux, les yeux, c'est le miroir de l'âme. Une semaine de traitement ou 2 semaines de traitement? Non. On fait un soin, contour des yeux, on vous prescrit des produits à prendre. Oui. C'est pas que vous venez chaque jour faire un soin, non. Vous faites un soin, on vous prescrit des produits à appliquer. Chez vous. Ok, voilà. D'accord. Donc, c'est le soin qui fait 12 000. 12 000. Et maintenant, vous pressez des produits que vous allez acheter. Vous continuez le traitement vous-même à la maison. Et l'esthéticienne suit. Suit de temps en temps. Donc, vous l'appelez. Peut-être vous lui envoyez des photos WhatsApp pour lui dire. Vous pouvez passer. Voilà. Vous pouvez passer à la boutique aussi pour voir. Merci beaucoup à vous, Patricia Rwadi, pour toutes ces explications. Je pense que nous sommes davantage éclairés sur la question. Oui, une petite astuce. Oui, oui. On est preneur. Oui. Pour les cernes, alors je veux conseiller pour les cernes, vous pouvez mettre une lamelle de pommes de terre crues. Ok. Quand vous mettez pommes de terre crues, vous mettez une lamelle sur les cernes, la couleur noirâtre disparaît. Wow. Oui, ça disparaît. Si vous ne voulez pas faire ça, alors vous faites recours à l'huile de pomme de terre que vous mettez tous les soirs sur le contour des yeux. Alors, et pour quelqu'un qui n'a pas les cernes, est-ce qu'il peut appliquer ça souvent pour éviter? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Oui. Ah, ok. Pomme de terre. Pomme de terre crue. Crue. On a ça à portée de main. Et vous appliquez ça? Vous appliquez. La nuit ou dans la journée? Non, la nuit. La nuit. Oui, c'est pas pour dormir avec. Hein. Vous gardez 15 minutes. 15 minutes après. Vous l'enlevez, vous voyez la différence nette. Nette? Oui. Vous pouvez l'essayer. Bon, moi, je n'ai pas laissé. Allez, bientôt, à très bientôt. Patricia Rwadi, merci beaucoup pour cette astuce. Je pense que mes collègues, il y a Nadège, il y a Yasmine, qui sont en train de faire de très, très grands signes de l'autre côté. Merci beaucoup. Oui, vous pouvez l'appliquer, il n'y a pas de souci. C'est donné par une professionnelle, tout simplement. Allez, bien, à très bientôt, Patricia Rwadi. La suite du grand rendez-vous, c'est dans notre palais de culture qu'on se retrouve avec un nom, en tout cas que vous connaissez quand on parle de culture au Bénin. Et quand je dis Serge Lo Goudou, beaucoup se disent « Waouh !» Oui, il est notre invité sur Horizon Culture aujourd'hui. Horizon Culture, aujourd'hui, nous parlons bien sûr de la voix et des manifestations, des événements qui valorisent la musique par la voix. Cet instrument de musique d'ailleurs même, la voix, c'est un instrument de musique. Vous saurez pourquoi je le dis dans un instant. Suivons tout d'abord ce reportage. On a rencontré la grande sœur Angélique Kio quelque part dans un coin de Cotonou qui nous parlait bien sûr de la voix. Comment est-ce qu'elle arrive à adapter sa voix au style de musique. Je parle de la philharmonique, la musique classique au contact d'une voix africaine. Écoutez ce que cela donne comme résultat. Le Bénin est riche de par sa diversité culturelle.
Mais une interrogation persiste au niveau des musiciens et mélomanes béninois. Le pays peut-il s'imposer au monde entier à travers sa richesse musicale? Les Américains comprennent que leur musique sans la musique africaine n'existerait pas. Aucune musique au monde, même la musique classique, n'existerait pas sans l'apport des esclaves à cette musique-là. C'est ça qu'on oublie toujours, nous les Africains. On oublie qu'on a donné au monde la musique moderne d'aujourd'hui. C'est en quelque sorte la conclusion que tire Angélique Kidjo de son expérience avec l'Orchestre Philharmonique de Luxembourg. Un projet qui lui a fait gagner son 3e Grammy cette année. C'est un projet qui a commencé en 2011. J'étais au Festival de Jazz de Montreux et il y a un directeur d'orchestre classique de Luxembourg qui vient me voir, qui me dit « Angélique, ça fait des années que j'écoute ta musique et à chaque fois que j'écoute ta musique, j'entends à la Philharmonie dedans. » Donc il a choisi quelques chansons de mon répertoire et il a fait un arrangement sur l'ordinateur. Il m'a balancé ça. J'ai écouté le truc, je me suis dit moi je vais. Hein. Et on a fait le premier concert qu'on a fait, c'était en juin 2012 au Luxembourg. On a eu 5 standing ovations. Les gens étaient fous. Parce que la langue, nos langues avec l'orchestre classique, c'est un truc magique. Moi-même, on m'aurait dit que ça marcherait comme ça, je dis à la personne, t'es fou. Parce que nos langues ne sont pas faciles à chanter déjà au départ. Mais avec le classique, ça porte la langue. C'est-à-dire que notre langue, elle flotte. Elle devient universelle. Tout d'un coup, tout le monde peut parler le fond, tout le monde peut parler le yoruba, tout le monde peut parler le goût. Et c'est absolument génial. Et pour faire flotter et rendre universelles nos langues à travers la musique, la star a fait référence à sa source, même sur le plan technique. Dans mon concert, on a des retours, on s'entend. Mais quand il s'agit du classique, on ne peut pas, parce que tous les instruments sont acoustiques. Donc ta voix doit être acoustique sans pour autant que tu te casses la voix. Donc j'ai appris, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait ce que je faisais au Bénin quand j'ai commencé à chanter à la maison, à pleine voix. C'est-à-dire que tu projettes ta voix. Ce talent-là, il est là, on est né avec. Dans les villages, on ne chante pas avec des micros. Donc je me suis mise dans ma tête, avec les 110 personnes, il faut que je fasse partie de l'orchestre. Et que ma voix soit un instrument à ce moment-là. Donc j'ai réussi à faire ça. Et c'est cet album qui a gagné le Grammy cette année. Et avec l'Orchestre Philharmonique qui en a gagné aussi un. Un 3e Grammy Award qui consacre Sings, meilleur album de musique du monde. Ceci à l'actif de la rencontre de l'accent naturel de la musique béninoise et du classique de l'Orchestre Philharmonique de Luxembourg. Bonsoir Serge Logodo. Bonsoir Asiom. Grand homme de la culture, acteur culturel. Serge Logodo, je rappelle aux téléspectateurs, oui, certainement. J'ai failli dire aux auditeurs, puisqu'on vous connaît beaucoup plus à la radio, à Atlantique FM. Vous avez conduit l'émission Bénin Cadence, surtout qui a fait la promotion de beaucoup d'artistes, beaucoup de la musique béninoise. Et principalement, les Terribas, les dames, elles se portent très bien, j'espère. Oui, mais pas principalement les Terribas. Pas Zoulé, ça a commencé avec les Zoulé, Sangaré, Persona, Jolidon, Lafia. Et voilà, avec les Terribas, ça continue toujours l'aventure? Oui, bon, ça continue, on est toujours là. Vous êtes toujours là. Alors aujourd'hui, nous parlons de la voix en tant qu'instrument, puisque vous êtes également promoteur d'un événement qui fait la promotion de la voix. Il y en a qui disent que la voix est un instrument de musique. Oui, c'est le tout premier instrument en fait de musique. Le tout premier instrument de musique, la voix. Oui. Donc sans ça, il n'y a pas de musique. Ouais. C'est d'abord le premier instrument de musique, le tout premier instrument. Bon, les autres instruments sont venus bien après. Ok. Ouais. Et est-ce que c'est ce qui motive la création du festival Non, pas du tout. Par exemple. Comme j'ai eu l'occasion de travailler avec des groupes de femmes, particulièrement le trio Terriba, à un moment donné, je me suis dit, mais l'expérience que j'ai eu à faire au niveau du trio Terriba, il faut vulgariser tout cela au niveau des autres voix, d'autres femmes, et donner l'opportunité à ces autres femmes de bénéficier également de cette expérience. Donc c'est d'où l'idée de créer le Festival international des voix de femmes du Bénin, plus simplement Festin Vocal. Et cela se passait en 2012 pour la toute première fois. Voilà.
Alors, ça s'est passé, vous avez eu à connaître beaucoup de voix africaines. Oui. Est-ce que cette voix qu'on dit, est-ce qu'elle existe, qu'on peut qualifier d'africaine? Bon, parlant de cet instrument. Je ne suis pas un spécialiste de voix, donc je ne veux pas rentrer dans ça, cette polémique. Ça oui. Non, en fait, une voix reste une voix, que ce soit une voix africaine, une voix européenne, la voix reste la voix et a quelque chose qui communique quelque chose d'émotionnel. C'est important. Et quand on écoute la radio, il y a des voix qui vous épatent. Il y a des gens, quand ces personnes chantent, à force tout simplement de dire, la façon dont c'était peut vous pénétrer jusqu'à un certain niveau. Je crois que c'est ça, la magie de la voix. Et surtout, la modulation, ce qu'on peut faire d'une voix, sans instrument derrière, je crois. Quand on écoute les grandes voix du monde, on sait ce que ça donne. Donc, nous avons pour ambition également de faire au niveau du Bénin, faire connaître, détecter, révéler ces différentes voix, que ce soit de très grandes voix, mais il y a petites voix. Quand on dit grandes voix, c'est des voix connues en fait. Okay. Mais il y a des voix non connues qui sont de grandes et belles voix qui sont cachées quelque part. Nous, notre ambition, c'est d'aller les chercher quelque part et de les révéler au monde. Voilà un peu l'ambition de ce festival Festin Vocal. Alors, en 5 éditions, vous avez pu dénicher combien de voix dont vous avez eu à faire déjà la promotion? Bon, on n'a pas encore fait la 5e édition. Okay. La 5e édition se prépare et aura lieu plus précisément du 24 au 28 avril 2018, ici à Cotonou. Et parlant rapidement du programme, avant de revenir sur des voix à dénicher, voilà. Et pour cette année, nous avons d'abord une première partie qui consistera à faire une formation en perfectionnement des techniques vocales pour 3 jours. Et cela va se passer à l'Institut français du 24 au 26. Vous avez identifié déjà ceux qui vont y participer? Oui, on est en train d'établir la liste de celles plutôt pas, parce qu'il n'y a pas de ceux, c'est plutôt celles qui sont intéressées par cette partie, parce qu'en fait, même quand vous savez chanter, c'est toujours bien de vous perfectionner dans ce que vous faites pour vraiment aller de l'avant. Donc, on est en train d'identifier ces personnes pour cette formation. Et cette formation sera encadrée par Annie-Flore Bachideli. Wow. C'est une grande voix africaine qui vient du Gabon. Elle joue, elle joue de la guitare et puis elle chante. Donc, celles qui seront retenues auront l'opportunité d'échanger et de bénéficier un peu de son expérience. Ensuite, comme autre programme, il y a les concerts. Depuis qu'on a commencé en 2012, à chaque fois on fait 2 concerts. Donc, pour cette fois-ci, le 27 avril, à la salle FITEB, il y aura un premier concert où on va retrouver quelques Béninois. On va d'abord découvrir, disons, le chœur polyphonique national. Ah, d'accord. Le chœur, je pense en octobre ou en septembre dernier, il y avait eu un casting voilà. où le Bénin a formé donc ces écureuils de la voix, si vous voulez. Oui, parce qu'en fait, c'était prévu depuis dans l'ensemble artistique national, oui. Mais c'est seulement le ballet national qu'on connaît. Il y avait aussi le chœur qui n'a jamais fonctionné, mais maintenant ça a pris corps. Okay. Et nous, à l'occasion, dans le cadre de ce festival, nous proposons de faire connaître ce chœur. Donc il y aura le chœur polyphonique national. On aura Asikiwa, on aura Ayodele, Ami Mako qui nous vient de Parakou. Elle est d'un groupe féminin de Parakou. Ensuite, on va découvrir Hortense Nayo du Togo. Et puis Tata Grasse, voilà. Okay. Donc une jeune slameuse, Oulda. Okay. Ça c'est pour... Oulda, je pense que je la connais aussi. Voilà, donc c'est le premier concert. Oui. Et pour le deuxième concert qui aura lieu cette fois-ci le samedi 28 avril 2018 à partir de 20h30 à l'Institut français, on aura en première, disons, en entrée, le chœur polyphonique national. Et nous allons présenter au public, disons, une révélation et qui est une collègue à nous, qui est passionnée de chansons. Elle est journaliste au journal Parler. Et il s'agit bien sûr de Herman Sellé, alias Djaye. Son nom d'artiste, c'est Djaye. Nous aurons l'occasion de la présenter. Elle est à Radio Nationale. Voilà, on aura l'occasion de la présenter au grand public pour la toute première fois, parce qu'elle a représenté le Bénin au Art The Voice en francophone il n'y a pas très longtemps. Afrique francophone, voilà, donc raison pour laquelle nous l'avons positionnée en première partie pour le concert
Annie-Flore Bachileli à l'Institut français de Cotonou. De Cotonou. Ah, mais là, c'est un programme très, très alléchant. On rappelle rapidement les dates, c'est du 24 au 28. Oui, du 24 au 28, les formations au début, et puis les concerts à la fin, les 27 et 28. Le 28. Oui. Le festival a un thème. Le thème, c'est les femmes dans l'environnement musical au Bénin, qui sera présenté le lundi 24 en introduction, en ouverture, voilà, du festival par Marcel Padé. Vous savez, les femmes, avec tous les problèmes qu'elles ont dans le secteur. Ouais, dans le milieu artistique, c'est pas facile aussi pour les femmes de s'en sortir. Voilà, c'est un milieu qui m'en excuse, un peu vicieux aussi. Et donc... Bon, c'est vous qui le dites. Non, mais je le dis. pour des années, en tant que journaliste culturel, vous savez aussi, bon, c'est ça, des femmes, un peu de difficultés. C'est pratiquement dans tous les domaines, en tout cas liés aux femmes. Et je pense que c'est vraiment très bien que le festival mette un accent sur cet aspect lié bien sûr aux femmes pour qu'elles puissent être vraiment épanouies. Ouais. Bon, ce seul débat ne va pas suffire. Bon, nous ébauchons tout simplement le sujet à travers ce débat. Ce débat-là. Et donc, les voix seront... Comment ça se joue? Parlant bien sûr des concerts, parce que le festival vocal, c'est quand même un concept. C'est-à-dire c'est la voix qui est devant. Oui. Comment est-ce que vous arrivez à la mettre en valeur comme ça? Oui, ben ici, nous insistons surtout sur la voix. Vous pouvez venir chanter à voix nue, si vous voulez, c'est-à-dire a cappella, sans aucun instrument. Vous pouvez vous faire accompagner d'un seul instrument, une guitare, une percu, un piano, tout ce que vous voulez. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir mettre en valeur votre voix et de montrer la capacité que vous avez à maîtriser votre voix. C'est ça qui est le plus important. Okay. Même s'il y a beaucoup d'instruments derrière, ce n'est pas ça le problème, c'est la façon d'utiliser ces instruments qui importe. Ici, c'est beaucoup plus acoustique. Le travail que nous sommes en train de faire est beaucoup plus acoustique pour qu'on ait l'occasion d'apprécier votre voix, ce que vous pouvez faire de cette voix et surtout vous faire révéler au public d'ici et d'ailleurs. C'est important parce que c'est bien de chanter, de bien ceci, mais c'est bien aussi d'évoluer quand même dans sa carrière en allant sur des prestations de renom, des prestations professionnelles. C'est bien de chanter dans un coin, dans un bar, bon, c'est vrai, mais je crois pour un artiste, c'est important d'évoluer, d'aller sur des chaînes où on rencontre quand même d'autres voix quand même professionnelles. C'est important. Et ici, on n'a pas forcément l'occasion de le faire. On a beaucoup de musique, c'est vrai. On a beaucoup de tapage parfois, mais ce n'est pas forcément de la musique. On a beaucoup de tapage, je rappelle, mais ce n'est pas forcément de la musique. De la bonne musique. De la bonne musique. Et ça c'est vrai. Alors, quand on parle, vous nous parliez tout à l'heure des talents que Festin Vocal a eu donc à révéler, parlant bien sûr de voix. Quel est en fait l'objectif principal du festival? Est-ce que c'est pour juste révéler des voix ou c'est pour montrer, donner des exemples aux autres? C'est tout cela. Montrer des exemples de façon concrète et montrer la démarche qu'on peut suivre pour atteindre un niveau dans sa carrière en tant que chanteuse professionnelle. Surtout ça. Montrer comment on peut faire et travailler sur des années. Parce que quand vous suivez des émissions et des spécialistes écoutent, certaines vont dire, bon, ça, c'est le résultat de plusieurs années de travail. C'est ça, en fait. Donc, il faut qu'on en arrive là, qu'on arrive à présenter ici, comme à l'international, de différents types de voix béninoises. Ce qu'on n'en a pas beaucoup, on n'en a pas beaucoup pour l'instant. Donc, l'objectif, c'est surtout ça, avoir des milliers de Angélique Kidjo, des milliers de Terriba, des milliers qui sortent tout le temps pour aller sillonner le monde entier, en fait. Maintenant, ça se compte sous les bouts de doigts. Donc, en fait, c'est ça l'objectif réel, donner l'opportunité, le travail que nous avons eu à faire au niveau du trio Terriba, faire ce type de travail avec beaucoup d'autres artistes, chanteuses béninoises. Merci beaucoup à vous, Serge Ologoudou, pour tout ce que vous êtes venu nous dire sur ce plateau, parlant bien sûr surtout du festival Festin Vocal. Oui, nous allons suivre Festin Vocal carrément sur BB24 Voix. En réalité, ces valeurs-là qui sont révélées, celles qui vont donc... Déjà, il y a Djaye. Il y a Djaye, voilà. Ici à l'ETB, on va... Parce qu'elle commence là, ça c'est une sortie vraiment officielle qu'on lui offre et on va la suivre
pour que d'ici à là, qu'on parle de Diaye sur toute l'étendue du territoire national, à l'international, et puis qu'elle soit certainement aussi un exemple pour d'autres chanteuses béninoises. Est-ce que grâce à la voix, parlant bien sûr de l'expérience vécue sur Festin Vocal, grâce à la voix, on peut savoir en réalité, cette voix-là, elle est de telle origine? On peut arriver à identifier l'origine à travers la voix. Ça dépend. Parce que si vous arrivez quand même, vous atteignez un niveau de maîtrise de votre voix, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez chanter comme une américaine, c'est pas tout ce que vous voulez, imiter tout ce que vous voulez, c'est à vous. C'est ça, là, on ne pourra pas savoir. Maintenant, si vous voulez chanter en faisant référence à votre patrimoine et rester dans votre créneau d'origine, là, on peut savoir. Si vous êtes Dakar, vous voulez chanter. Vous voulez chanter, on sentira l'accent. On sentira l'accent, c'est à vous de jouer, en fait. Tout simplement. Merci beaucoup à vous, Serge Ologoudou. Je rappelle que vous êtes acteur culturel, journaliste à l'ORTB. Bon, c'est bon, j'ai fini mon contrat. C'est vrai, à la retraite. À la retraite, c'est vrai. Mais vous continuez toujours de valoriser la culture béninoise. C'est ça le plus important. C'est une passion. Oui. Et c'est que ça qu'on a avant. N'est-ce pas? Ouais. Oui. En tout cas, nous vous suivons. On suit les pas des grands, tout simplement. Allez, le grand rendez-vous, l'heure de l'actualité sur la toile a donc sonné à présent l'ActuWeb. Amis du web, bienvenue. Le Nobel de littérature en crise à la suite d'une affaire de harcèlement sexuel. L'Académie suédoise, qui décerne le prix Nobel de littérature, a remercié jeudi sa secrétaire perpétuelle victime de division interne à la suite d'accusations de harcèlement sexuel visant un intellectuel marié avec une académicienne. En novembre 2017, le quotidien Dagen Nyheter avait publié les témoignages de 18 femmes affirmant avoir subi des violences ou des faits de harcèlement sexuel d'un homme d'origine française marié avec une académicienne. La poétesse et dramaturge Katharina Frostenson, celle-ci a annoncé jeudi quitter la prestigieuse institution. Trump, un des présidents immoral au comportement mafieux pour l'ex-chef du FBI James Comey. Limogé en mai 2017, l'ex-patron du FBI, James Comey, publie un livre de mémoire où il décrit le président américain Donald Trump comme un menteur invétéré. Un président immoral détaché de la vérité et de ses valeurs institutionnelles. C'est le portrait que dresse l'ex-patron du FBI de Donald Trump dans ses mémoires dont des passages ont été publiés dans la presse américaine quelques jours avant sa sortie. Dans A Higher Loyalty, Truth, Lies and Leadership, entendez en français une loyauté plus élevée, vérité, mensonge et gouvernance, James Comey revient sur 20 ans de carrière en tant que procureur à New York, puis ministre adjoint de la Justice dans le gouvernement de George Bush et enfin chef du FBI entre 2013 et 2017. Dans son livre, James Comey compare le président américain à un chef mafieux qui soumet son entourage à un code de loyauté. Le livre, qui sort le 17 avril, s'est un temps hissé en tête du classement des préventes d'Amazon, grandement aidé par les messages vengeurs sur Twitter de Donald Trump qu'il avait limogé en mai 2017. Facebook, les auditions de Zuckerberg sont terminées, mais le problème reste entier. Cambridge Analytica, l'ingérence supposée de la Russie dans l'élection présidentielle américaine, la neutralité politique de Facebook ou encore la prolifération de fake news, Mark Zuckerberg, PDG du géant des réseaux sociaux, a eu l'occasion de s'exprimer sur chacun de ces points. Son audition devant les deux chambres du Congrès américain a duré 10 heures sur 2 jours, les 10 et 11 avril. Le résultat, Mark Zuckerberg survit aux questions timorées du Congrès, constatait la chaîne américaine de télévision CNN. Son audition a de nouveau apporté la preuve que le Congrès ne comprend pas l'Internet, affirmait le site spécialisé Fast Company. Un récital d'excuses déjà entendu et de vagues promesses de faire mieux ont suffi au PDG de Facebook pour naviguer dans les eaux pas si troubles des questions des élus américains. Laissez Facebook faire le ménage. L'autorégulation est la solution du statu quo. Mark Zuckerberg n'est pas contre. Il a affirmé à plusieurs reprises être conscient que sa responsabilité dépassait celle fixée par la loi et qu'il était prêt à améliorer la protection de la vie privée des utilisateurs sans avoir besoin d'y être contraint par le législateur. Web Authentification, la nouvelle norme web qui va permettre de se connecter aux différents services sans mot de passe.
Au bureau ou chez soi, lorsque l'on navigue sur le web, de nombreux onglets sont souvent ouverts en simultané. Réseaux sociaux, banques en ligne, messagerie ou autres services, tous nécessitent un mot de passe pour se connecter. Utiliser le même mot de passe pour toutes les plateformes augmente le risque de se faire pirater. Retenir 36 mots de passe différents n'est pas une mince affaire. Une nouvelle norme web pourrait simplifier le processus en permettant de se connecter aux différents services sans mot de passe. Ce n'est pas pour autant la fin des mots de passe. Web Authentification ne va cependant pas mettre fin au bon vieux mot de passe pour l'instant. Les développeurs de sites web et d'applications devront choisir ou non d'intégrer un support de la norme à leur service qui pourra notamment venir renforcer les dispositifs de sécurité existants. Grâce à ce procédé, l'authentification gagnera en rapidité tout en gardant un haut niveau de sécurité. On peut aisément imaginer que d'ici quelques temps, lorsque Web Authentification sera entièrement déployée, plus personne n'aura à se creuser les méninges pour retrouver son dernier mot de passe. Jeff Jiff, PDG du World Wide Web Consortium, a ainsi déclaré. Ainsi se referme la revue de l'actualité en ligne. Bonsoir. Merci à vous, Marcella Rossi, pour l'actu web de ce jour. Profitez alors du week-end, en tout cas pour nous englaner davantage. Parlons bien sûr de l'actualité sur la toile. Avant de partir, messieurs et dames, je vous invite tout simplement à jeter un coup d'œil sur le tableau des prévisions météo. On peut donc le dire maintenant, hein, merci à tous d'avoir passé la semaine de travail en notre compagnie sur le grand rendez-vous. Retrouvons-nous déjà à partir de lundi 19h00 pour 5 autres grands rendez-vous. Bon week-end sur BB24. Ciao.